Bonjour à toutes et à tous. Nous allons démarrer cette table ronde sur la gestion juridique et fiscale à l'aune de la loi de finances 2025. Merci pour votre participation et votre présence nombreuse. Donc nous avons parmi nous des intervenants de grande qualité qui vont nous parler des différentes parties qui peuvent vous intéresser relatives à la loi de finances, mais aussi à la réglementation fiscale en général. Donc je présente déjà Monsieur Zoher Kazman, qui est expert comptable, commissaire aux comptes, gérant du cabinet Elios Conseil à Casablanca. Bienvenue. On a Maître Jamal Mouhada, notaire à Marrakech, membre du Conseil régional de Marrakech, doctorant en droit des affaires. Bienvenue. On a Professeur Mehwout, qui est pharmacien et professeur en droit pharmaceutique à la faculté de médecine à Casablanca, de pharmacie à Casablanca, excusez-moi. Bienvenue. Et Maître Younes Anibar, qui est avocat au barreau de Casablanca. Bienvenue pour cette intervention. Pour ma part, je suis Nouha Brada, je suis professeure en marketing et stratégie. Je serai la modératrice de cette table ronde et je vous souhaite la bienvenue. Donc pour que vous ayez un petit peu une idée de cette intervention et comment on va procéder, on va d'abord donner la parole à Si Zoher qui va nous parler de tout ce qui est loi de finances, les nouvelles mesures de la loi de finances relative à l'impôt, la TVA, l'IR, et qui peut éventuellement vous impacter dans votre exercice officinal. Nous allons ensuite passer à quelque chose qui est de plus en plus regardé du côté du pharmacien d'officine, qui est la réglementation de la cession, avec tout ce qui est relatif à son traitement financier, son traitement administratif, son traitement fiscal et son traitement juridique. Donc à ce moment-là, nous allons donner la parole à Si Jamal Mouhada, notaire à Marrakech, qui va nous parler du traitement administratif de la cession de l'officine, suivi par Si Zoher qui va nous parler du traitement fiscal, et enfin on finit avec le traitement juridique, les droits et les devoirs, les implications juridiques, notamment au niveau du transfert de vos salariés, du contrat de bail, etc. Donc un sujet assez riche. Nous avons 1h30 pour regarder tous ensemble tous ces volets-là assez riches. Et donc je vous prie de commencer. Si Zoher, je vais vous donner... Donc, est-ce que vous avez un micro ou je vous donne le mien? Ok, je vous donne mon micro. Okay. Salam, bonjour à toutes et à tous. Donc, avant de présenter les principales mesures de la loi de finances 2025, il me paraît essentiel de dire c'est quoi une loi de finances et dans quel contexte elle a été préparée et votée. Donc, la loi de finances, c'est le budget prévisionnel de l'État pour l'année 2025. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle va récolter comme argent, l'État, en 2025, et comment elle va l'utiliser avec les priorités en termes d'investissement, en termes de dépenses et en termes de répartition pour chaque ministère. Donc, en 2025, les principaux objectifs de la loi de finances sont, bien sûr, premièrement, c'est consolider l'État social, notamment avec un budget alloué à la santé de 62 milliards de dirhams et à l'éducation avec 70 milliards de dirhams. Deuxième pilier de la loi de finances 2025, c'est encourager l'investissement et la création d'emplois. Donc, la loi de finances 2025, l'État prévoit un investissement record de 300 milliards de dirhams en 2025 et la création de 30 000 emplois environ pour l'année 2025. Et troisième pilier, c'est le maintien des budgets de l'État et des équilibres macroéconomiques. Donc, une fois qu'on a dit ça, quid de l'aspect fiscal? Il faut dire que l'administration fiscale en 2024 a eu une année record. Elle a fait une augmentation de 16% en termes d'encaissement de recettes par rapport à l'année 2023, alors que l'économie nationale marocaine, elle a fait une croissance du PIB de 3,5%. Cela nous donne une idée, c'est que l'administration fiscale, à travers ces mécanismes, a commencé à élargir l'assiette et que des gens qui ne payaient pas d'impôts ont commencé à payer de l'impôt, notamment à travers le mécanisme de la retenue à la source. Aussi, tous les mécanismes, tous les voyants au niveau de l'économie nationale sont au vert. À travers le moral des ménages, le moral de l'État avec l'organisation de la Coupe d'Afrique, l'investissement, la Coupe du Monde
Et aussi, il ne faut pas négliger que l'année 2024, fin de l'année 2024, il y a eu la régularisation, l'amnistie au niveau du cash, qui a permis une déclaration de 125 milliards de dirhams. Donc, dans la moitié, c'est de l'argent frais qui va être injecté dans l'économie pendant cette année 2025. Donc, aussi, par rapport à la loi de finances, c'est qu'auparavant, chaque année, on attendait les mesures fiscales. Il y avait de l'IS, l'IR, la TVA. Chaque année, ça changeait et ça manquait de visibilité par rapport aux investisseurs, que ce soit étrangers ou locaux. On se rappelle, même nous, les professionnels, on n'arrivait plus à suivre le taux de l'IS tellement il y avait de complications, moins de 300 000, parfois barème progressif, parfois des taux flats en fonction du résultat. Et donc, à partir il y a eu les assises de la fiscalité en 2019 et il y a eu un cadrage et on a vu qu'en 2024, le sujet, c'était l'impôt sur les sociétés. Donc, on n'en reparle plus, c'est-à-dire qu'on va être à partir de 2026 sur un taux d'IS à 20% et un taux pour la distribution de dividendes à 10%. L'année dernière, le sujet, c'était la TVA. Ce qui a concerné principalement donc, le secteur de la pharmacie avec les médicaments qui sont devenus exonérés avec droit à déduction. Et donc, cette année, on s'attendait à des mesures qui concernent principalement l'impôt sur le revenu. Donc la première mesure, c'est la révision du barème progressif de l'impôt sur le revenu. Donc, que les pharmaciens soient gérants ou ça concerne les pharmaciens qui se prennent un salaire et ça concerne aussi les salariés au sein des pharmacies. Donc, la révision du barème, c'est que déjà, il y a eu le taux marginal qui était de 38 a baissé d'un point à 37% et on a élargi la tranche d'exonération qui était de 0 à 30 000 dirhams. Elle est devenue maintenant de 0 à 40 000 dirhams. Donc, avec cette mesure, donc le salaire à 6 000 dirhams, jusqu'à 6 000 dirhams, le salaire jusqu'à 6 000 dirhams ne paiera plus d'impôt sur le revenu. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ça concerne 70%. 70% des salariés au Maroc ne vont plus payer d'impôt sur le revenu. Deuxième mesure, c'est l'augmentation du montant annuel de la réduction d'impôt au titre des charges de famille. Donc, lorsqu'on calcule l'impôt à payer à l'État, on déduisait 360 dirhams par année par enfant à charge. Dorénavant, on va commencer à déduire 500 dirhams par enfant à charge donc pendant l'année. Donc, ça réduit encore le coût de l'IR. Donc, à titre d'information, un salarié qui avait un salaire de 10 000, avec ces deux mesures, il va gagner 450 dirhams par mois. Troisième mesure, l'exonération des pensions de retraite à compter du... Je me permets de rebondir sur ça parce que ça peut être très intéressant pour les pharmaciens ici présents, pour leur personnel en pharmacie. Comme vous avez dit que l'IR est exonéré jusqu'à un salaire de 6 000 dirhams. Concrètement, qu'est-ce que le personnel en pharmacie va gagner? Puisqu'il ne va plus payer l'IR, mais avant, de toute façon, c'est le pharmacien qui paye l'IR. Alors, ce qui se passe, c'est que le coût pour le pharmacien ne change pas. Sauf que le salaire net, il va augmenter légèrement. C'est-à-dire, on payait un impôt sur le revenu de 200 ou 300 dirhams que le pharmacien payait à l'État pour un salarié. Maintenant, ces 300 dirhams ne vont plus être versés à l'État, ils vont aller vers le salaire net. Très bien. Le coût global ne bouge pas. Mais il va aller chez le salarié au lieu d'aller chez l'État. Exactement. Donc c'est une mesure pour renforcer le pouvoir d'achat. Super. Donc en gros, dans les bulletins de paie, l'expert comptable va reverser aujourd'hui aux salariés des officines en moyenne 300 dirhams de plus sur leur salaire net. J'ai dit 300 dirhams, mais il faut faire le calcul, mais c'est à titre d'exemple. En gros, vos salariés vont gagner un peu d'argent, un peu plus à partir de ce mois-ci. Merci au Maroc, n'est-ce pas? C'est ça. En tout cas, pour 10 000 dirhams, c'est 400 dirhams. Après, c'est en fonction des... Plus le salaire est haut, plus le pouvoir d'achat ou plus la réduction d'impôt est importante.
De toute façon, c'est bien à l'expert comptable de faire ce calcul, c'est pas au pharmacien. C'est la personne qui a établi les bulletins de paie. D'ailleurs, je pense que les bulletins de paie du mois de janvier ont été déjà versés et je pense qu'ils ont, ils ont remarqué déjà cette modification sur les bulletins de paie de janvier. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Je vous laisse continuer sur la prochaine. Sur l'exonération des pensions de retraite, donc, ça va être en deux phases. En 2025, il y a une exonération d'impôt jusqu'à 50% et une exonération totale jusqu'en 2026. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ces deux mesures, la révision du barème et l'exonération des retraites, ça va coûter à l'État 8 milliards de dirhams. C'est pour ça qu'effectivement, on s'attendait à des mesures encore plus importantes en matière d'impôt sur le revenu. Notamment la CGEM et les syndicats demandaient des réductions, par exemple, sur les frais de scolarité qu'on ne voulait plus imposer à l'IR. Mais l'État maintenant, avec toute la data dont elle dispose, elle est capable de savoir chaque mesure combien elle va coûter à l'État. Et donc ces deux mesures coûtent 8 milliards de dirhams et compte tenu des projets d'investissement et des équilibres macroéconomiques, donc ils ont fait le maximum pour avoir les mesures que je vous ai présentées. Alors, quatrième mesure, c'est le revenu foncier. Je vais aller vite. C'est qu'avant, il y avait une retenue à la source de 10% ou de 15% en fonction du loyer, c'est-à-dire le locataire payait au bailleur le loyer net et il prélevait une retenue à la source de 10% lorsque le loyer était jusqu'à 120 000 dirhams. Et au-delà de 120 000 dirhams, c'était une retenue à la source à 15%. Maintenant, il y a des personnes qui n'ont que ce revenu foncier et qui ne veulent plus faire de déclaration fiscale à l'administration fiscale. Il y a cette possibilité maintenant de remplir un formulaire, de dire que voilà, je vais opter pour une retenue à la source 20% libératoire. Ça veut dire que je donne ce papier au locataire, il me fait une retenue à la source de 20% et je suis dispensé, moi, le bailleur, de faire aucune déclaration. En gros, ça veut dire que quand je vais louer, supposons un officinal parmi nous a un appartement qui lui permet d'avoir un revenu foncier, il va louer au locataire, c'est comme s'il lui faisait 20% de remise avec un papier et c'est à lui de gérer les impôts. Alors, les revenus fonciers, ça peut être aussi des revenus... Supposons le pharmacien est locataire. D'accord. Le pharmacien est locataire. Si le loyer était jusqu'à 120 000 dirhams, il faisait une retenue à la source de 10%. Et si supérieur à 120 000 dirhams, il faisait une retenue à la source à 15%. Dorénavant, le bailleur, le propriétaire, il peut lui dire, il lui ramène un papier, il lui dit maintenant, je ne veux plus faire de déclaration et j'opte pour ce régime de retenue à la source à 20%. Donc, il va lui faire une retenue à la source de 20% et lui donner le net. Et le bailleur, il ne va plus faire de déclaration à l'État. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Je pense que ça se clarifie pour les... Alors, il y avait 10 et 15, donc 10% lorsque le revenu, le loyer annuel était de 120 000 dirhams. Et 15% lorsque le loyer annuel dépassait 120 000 dirhams. C'est 10%. C'est 10%. Jusqu'à 40 000 dirhams, c'est 0%. Jusqu'à 40 000 dirhams, avant c'était 30 000. Maintenant, on a harmonisé avec le barème. Donc jusqu'à 40 000 dirhams, c'est 0%. Alors, je vous propose pour la session Q&A, on va réserver une session questions-réponses à la fin. Donc n'hésitez pas à noter les questions tout au long. Et pour chacun des intervenants. Comme ça, on va pouvoir avancer. Alors, dernier point concernant l'IR, c'est la création d'une nouvelle catégorie de revenus. Bon, pour aller plus vite, ça ne concerne pas directement les pharmaciens. Donc, on va passer aux mesures communes, IS et IR. Donc, augmentation de la dotation, de la déduction des dotations aux amortissements déductibles fiscalement pour les voitures. Donc comme les prix des voitures a augmenté, donc la déduction qui était à 300 000 dirhams est passée à 400 000 dirhams. Simplification des modalités d'application de la retenue à la source au titre des dividendes.
Donc, avant, lorsque la société distribuait des dividendes, il fallait voir quels résultats étaient distribués. Donc, avant 2014, le résultat qui concernait avant 2014 qu'on distribuait, on allait appliquer 15%, même si les taux ont commencé à baisser. Avec cette mesure, donc, ce qu'il faut garder en tête, c'est que si on distribue des dividendes en 2027, on va être à 10%, quels que soient les résultats accumulés de la date de création de ces résultats. Ensuite, dernière mesure, cette mesure qui est commune et qui peut aussi concerner les pharmaciens, c'est toute personne morale qui cède un actif immobilier. Un actif, elle peut bénéficier d'un abattement de 70% sur la plus-value si elle s'engage à réinvestir ce montant pendant les 36 premiers mois. Cette mesure, elle était progressive entre 2022 et 2025. Maintenant, elle a été prolongée jusqu'à 2030. Un pharmacien, personne physique, il cède son fonds de commerce. Il peut bénéficier d'un abattement de 70% s'il s'engage dans les 36 prochains mois à réinvestir il rachète un autre fonds de commerce ou il rachète un autre actif. Donc c'est une mesure. Il y a des conditions. Il faut que l'actif soit détenu pendant 8 ans, c'est-à-dire je ne peux pas acheter et le revendre du jour au lendemain. Il faut que l'actif soit détenu pendant 8 ans. Et lorsque donc, je rachète un autre actif, il faut que je le garde pendant 5 ans. Donc voilà à peu près les principales mesures de l'IS et de la loi de finances 2025. Merci beaucoup, Zouheir Kazmen, pour ces éclairages sur les mesures fiscales. Du coup, par rapport à la dernière mesure de l'abattement de 70%, ça peut être aussi le cas, le cas, comme vous avez dit, du cession d'un fonds de commerce d'une officine, ce qui va nous permettre de faire la transition par rapport à la cession de l'officine, où de plus en plus, il y a des nouveaux pharmaciens qui souhaitent s'installer, ils cherchent à acheter de nouvelles pharmacies. Il y a des pharmaciens qui sont à la retraite, qui veulent céder leur fonds de commerce à ces nouveaux en installation. Quels sont les indicateurs à suivre pour le nouveau pharmacien qui va s'installer pour savoir s'il achète un fonds de commerce qui est viable financièrement, économiquement et solvable, et quels sont les indicateurs financiers que ce pharmacien doit préparer s'il pense que dans 2 ans il va aller à la retraite et qu'il veut céder sa pharmacie, sur quoi il doit travailler sur son bilan. Donc merci de nous éclairer sur ça, Si Kazmen. Alors, pour moi, première des choses, c'est qu'il faut faire une distinction entre personne morale et personne physique. Parce que la démarche n'est pas la même. Lorsque je souhaite acquérir ou vendre les titres d'une pharmacie en personne morale, l'acquéreur va voir en fait l'ensemble de l'actif et du passif. S'il y a de l'endettement, donc l'acquéreur c'est lui qui remplace le cédant. Donc il va être responsable de l'endettement. Il va être responsable s'il y a du passif qui va continuer à exister. Donc, généralement, quand on cède les titres d'une SARL, on fait des due diligence, on s'assure de tout le bilan. Lorsque on cède en tant que personne physique, l'acquéreur, il achète un actif à un moment T. Donc, à ce moment-là, les indicateurs financiers, en fait, il faut voir tout le bilan, mais moi, pour moi, il y a quatre indicateurs importants. Principalement, c'est le chiffre d'affaires. On est dans un métier de vente, donc forcément, le chiffre d'affaires est un indicateur important. Il faut voir sa composition. Il y a combien de parts de médicaments, il y a combien de parts de parapharmacie. Il faut voir l'évolution de ce chiffre d'affaires et il faut voir le potentiel. Moi, en tant qu'acquéreur, est-ce que je vais acheter une pharmacie à son plein potentiel? Et donc, je vais essayer de rester sur ce trend-là, parce qu'elle est déjà à son maximum. Ou est-ce que j'achète une pharmacie où il n'y a pas tous les moyens qui sont mis en œuvre, et donc je prends cette pharmacie, je sais qu'il y a du potentiel, et donc je vais moi-même aller chercher ce potentiel-là. Deuxième composante, c'est le taux de marge brut. Les prix des médicaments sont réglementés. Les prix de l'apparat, maintenant, avec Internet,
On sait tous que les prix sur le marché se valent, mais ça donne une indication sur l'approvisionnement. Donc, comment le pharmacien achète ses médicaments. Généralement, on doit être sur du taux de marge entre 25 et 30%. Troisième indicateur, c'est la masse salariale. La masse salariale, ça donne aussi une indication sur le potentiel de la pharmacie. Généralement, il faut être entre 10 et 15%. Donc forcément, si le chiffre d'affaires est élevé, donc c'est une pharmacie qui est à son plein régime, forcément, ce taux il va être plus bas qu'une pharmacie où le chiffre d'affaires est plus bas. Quatrième indicateur, c'est le contrat de bail. Est-ce que c'est une pharmacie qui existe depuis longtemps avec un loyer très faible? Est-ce que le pharmacien a déjà payé un pas de porte? Ou est-ce que c'est une pharmacie récente avec un loyer très élevé? Donc tout ça, il faut que le cédant soit au courant et donc sache vendre cet aspect-là, et que l'acquéreur aussi doit savoir ces aspects-là avant d'acquérir une pharmacie. Ensuite, il y a des critères aussi pour moi qui sont importants, qui sont qualitatifs, que le vendeur peut mettre en œuvre pour l'acquisition. C'est-à-dire qu'il laisse une pharmacie qui est bien organisée, où on sait comment prendre en compte un patient dès qu'il rentre. Il y a un logiciel de gestion, le personnel est formé à rentrer les bons prix au niveau du logiciel. Donc il y a toutes des procédures qui sont mises en place. Donc pour moi, une pharmacie où il y a ces critères qualitatifs, on peut les valoriser au moment de la vente par rapport à une pharmacie où il n'y a pas de procédure. Merci beaucoup. Alors ça, c'est le cas d'une personne physique. Est-ce qu'il y a une différence avec la cession d'une SARL? C'est ce que j'ai dit au début, c'est que la SARL, ces critères-là restent les mêmes, le chiffre d'affaires, etc. Sauf que, je pense qu'on va le voir par la suite, mais quand on achète la SARL, on achète aussi le passif. Donc s'il y a un endettement, on l'achète. Et aussi, il y a ce qu'on appelle les clauses de garantie de passif, parce que lorsque j'achète les parts de la SARL, s'il y a par exemple un contrôle fiscal à l'instant T, moi j'ai cédé les parts. La personne, le pharmacien devient, lui, le propriétaire de la pharmacie. Il y a un contrôle fiscal qui porte sur les 4 dernières années, alors que moi, je n'étais pas là. Donc, il faut payer en fait, le risque fiscal à l'État. Donc, du coup, lorsqu'on fait l'acte d'acquisition, on prévoit généralement des clauses de garantie de passif. C'est-à-dire, là où moi, acquéreur, je n'étais pas gérant, je n'étais pas dans la pharmacie, je ne peux pas être responsable de dettes antérieure à ma prise de fonction au sein de la pharmacie. Donc la démarche n'est pas la même. Personne physique, j'achète un actif à l'instant T, donc j'achète de la clientèle, j'achète le bail, j'achète une caisse, j'achète un personnel formé, alors qu'une SARL, j'achète et l'actif et le passif, et j'achète aussi le passé. Donc faut faire des diligences préalables lorsque j'achète une SARL. D'accord, merci beaucoup Sizouher. Du coup, ça va nous mener à la partie avec Sijamel qui va nous parler au niveau de la cession. On a forcément affaire à un notaire, on a de la documentation à préparer, des pièces à fournir, un processus de la transaction. Pouvez-vous nous définir un peu ce processus et le rôle d'abord du notaire dans ce processus? Déjà parce que, bonjour tout le monde. Merci pour votre présence massive. Donc, pour moi, déjà, voir l'article 57 de la loi 1704 sur le droit des médicaments et de la pharmacie a donné une prérogative spéciale au notaire. Donc, le seul professionnel avec qui le pharmacien doit traiter pour l'acquisition d'un fonds de commerce ou même des parts sociales d'une société est un notaire. Le législateur a donné aussi dans l'article 61 une prérogative spéciale au pharmacien qui est l'article 61 qui prévoit que le pharmacien a le droit au renouvellement de bail de son installation. Donc il n'a pas besoin d'attendre 2 ans, comme tous les commerces, pour avoir
son droit au bail. Il a, dès son installation, dès qu'il a son contrat de bail, qu'il s'installe, à son autorisation d'exercice, il exploite et personne ne peut le renvoyer. Il peut vendre son droit au bail après-demain. C'est un droit qui est donné à un seul professionnel au Maroc, qui est le pharmacien. Donc le rôle de notaire, c'est dans le conseil, dans la rédaction de contrats et surtout dans tout le processus d'achat de l'officine, que ce soit juridique ou fiscal. Donc les pièces à fournir, par exemple, au notaire, ça diffère au niveau de la personne de pharmacien. C'est son diplôme, son attestation d'inscription dans l'ordre de pharmacien, son diplôme reconnu au Maroc, si c'est un diplôme marocain, si c'est un diplôme étranger, doit être reconnu au Maroc. Et bien sûr, toutes les pièces nécessaires en tant que commerçant. Pour les personnes physiques, l'attestation d'inscription à la taxe professionnelle, l'ancien patente, le registre de commerce, l'attestation d'affiliation à la CNSS. Il y a des pièces que j'ai mis là, mais qui ne sont pas vraiment obligatoires, sauf que dans la pratique, on les demande, alors que moi, personnellement, par exemple, la notification de bailleur, on a discuté tout à l'heure avec Maître par des dispositions de l'article 25 qui ne sont pas applicables à l'article 25 de la loi 49.16 sur le bail commercial, qui intéresse la cession de droit au bail, et pas la cession de fonds de commerce. Donc la notification de bailleur n'est pas obligatoire. Elle est obligatoire après la cession. La notification est prévue par l'article 195 du Code des obligations et contrats de ce qu'on appelle la scission de la dette. Parce que le pharmacien, quand il prend un fonds de commerce, il prend un actif. Mais quand il prend le bail, il prend une dette qu'il doit payer. C'est une cession de créance. Ce n'est pas une cession de créance, c'est une cession de dette qu'on doit notifier pour que le propriétaire des murs, qui est le bailleur, doit être informé de la personne qui va prendre son local et qu'il va lui payer le futur loyer. Ça, c'est pour les personnes physiques. Pour les personnes morales, comme a dit notre ami expert, il faut vraiment vérifier les 3 derniers bilans, que ce soit pour le fonds, pour la société, pour les personnes physiques ou la personne morale, mais dans les sociétés, il faut faire attention au passif. Il faut faire attention au passif antérieur. Donc, il faut prévoir des clauses de garantie de passif qui sont, pour moi, ne sont pas vraiment une garantie sûre. Parce que quand on achète une société, on n'est pas sûr des créances qui sont déjà des créanciers. Est-ce qu'elle a donné des chèques? Est-ce qu'elle a donné des traites? Est-ce qu'il y a des problèmes? On ne parle même pas de passif fiscal latent. On parle de la confiance entre le cédant et le cessionnaire. Quand on achète une société, il faut faire du due diligence. Et même si c'est en face du due diligence, il y a toujours un problème d'avoir des dettes qui vont apparaître dans le futur, pas seulement fiscales, mais aussi des créanciers qui ont reçu des traites ou d'autres moyens de paiement, des billets à ordre ou tout autre moyen de paiement qui va apparaître et que vous devez payer vous-même en tant que nouveau acquéreur, alors que vous n'étiez pas gérant ou même propriétaire des parts sociales de la société dans la période où ces agissements ont été effectués. Très bien, merci beaucoup. Alors, vous avez l'habitude, en tant que notaire, de voir, et vous avez déjà vu des sessions de personnes morales, de personnes physiques au niveau des officines, et il y a des problématiques, comme vous m'aviez exprimé, entre une ville et une autre, on va trouver des choses qui diffèrent au niveau de la réglementation. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de ces problématiques auxquelles vous êtes confrontés? Quels sont les enjeux, les challenges pour faciliter la cession et la transaction des officines, qu'elles soient personnes physiques ou morales? Merci beaucoup. Et c'est un plaisir déjà d'être entre les pharmaciens, parce que j'ai des requêtes à donner aux responsables, surtout au président de l'ordre des pharmaciens, parce qu'en tant que notaire, on souffre beaucoup, surtout pour l'acquisition des parts sociales d'une pharmacie. L'autorisation d'exercice est toujours refusée par les préfectures et les provinces pour l'achat des parts sociales, alors que la loi n'interdit pas. Soit le décret de 2008, soit la loi 1704, si on regarde les dispositions de l'article 63, la gestion de... Puisqu'un pharmacien peut être propriétaire des parts sociales d'une société, elle a le droit de céder les parts sociales. Tant que la loi n'interdit pas, j'ai le droit de céder les parts. Sachant que la société propriétaire de
de l'officine de pharmacie n'a pas le droit d'être propriétaire que d'une seule et unique officine. Donc, je peux céder les parts sociales de ma pharmacie. Actuellement, j'ai même un problème à Rabat sur un dossier en cours. J'avais un problème à Marrakech. J'avais fait une lettre qui est sur l'intervention, qui va transmettre au pharmacien son problème. Je donne mon accord pour transmettre mon intervention, mon slide à tous les pharmaciens qui s'intéressent au juridique. J'avais expliqué que la cession d'une officine de pharmacie par des parts sociales est considérée légalement comme une cession de fonds de commerce. Tant que l'officine est propriétaire et l'unique propriétaire de ce fonds de commerce, elle ne peut pas avoir d'autre activité que ça. Donc quand j'achète les parts, la seule chose où je dois faire attention, c'est le passif dont il a parlé notre cher expert comptable, commissaire aux comptes. Il faut faire attention au passif antérieur. Il faut prévoir toujours la clause de garantie de passif, que ce soit de passif antérieur, que ce soit passif fiscal ou autre. Il faut toujours prévoir une garantie de passif. Il y a une autre disposition qui est même de la personne physique, pas seulement de la personne morale, c'est lorsqu'on fait une promesse de cession dans l'officine de pharmacie, on demande l'autorisation, il refuse de donner l'autorisation sur le fait qu'il faut passer la vente avant de donner l'autorisation. Mais le notaire, vu sa responsabilité qui est très dure, il est impossible au notaire de passer la vente ou la cession d'une officine de pharmacie, personne physique ou personne morale, cession de part ou fonds de commerce, sans avoir l'autorisation d'exploitation qui est prévue par la loi. En cas de refus ou en cas de non-réalisation de la vente suite aux oppositions qui ont été effectuées, parce que quand on cède le fonds de commerce, comme il a déjà expliqué notre expert, quand on achète un fonds de commerce, on achète l'actif. Il n'y a pas de passif. Soit je prends le fonds, l'argent est consigné chez le notaire, obligatoirement. Le prix doit être consigné chez le notaire jusqu'à l'obtention de l'attestation de non-opposition. On ne donne jamais l'argent jusqu'à l'obtention de l'attestation de non-opposition. Et le délai prend toujours entre 3, 4 jusqu'à 5 mois pour la régularisation de l'acquisition d'un fonds de commerce d'officine de pharmacie. Par contre, quand on achète les parts sociales, le prix il est consigné chez le notaire jusqu'à l'inscription des parts sociales sur le registre de commerce. Et ça prend une semaine, maximum 15 jours. Après, je donne le prix. En tant que pharmacien, je sais très bien que je suis responsable de passif, vu le délai entre les deux. La cession de part 15 jours, cession de fonds de commerce jusqu'à 5 mois. Donc, le notaire doit assainir la situation juridique de toutes les... S'il y a des oppositions au tribunal, le notaire doit les payer. Que ce soit des fournisseurs, des médicaments, que ce soit de fisc, que ce soit de n'importe quel autre créancier, que ce soit de la banque. Mais quand il y a un crédit bancaire, le notaire ne reçoit la banque à partir que l'argent est dans ses caisses. Et c'est la banque, et si l'ancien pharmacien a un crédit, le notaire donne son engagement. Il est déjà au courant. Il sait que le montant de la vente consigné dans ses caisses, il doit payer la banque parce qu'il a déjà donné son engagement et il va avoir une sécurité, une marge de sécurité pour toute autre opposition future sur le prix. Donc le notaire refuse en général de passer les sessions de fonds de commerce en général pour cette lourdeur administrative, surtout des fonds de commerce qui prend beaucoup de temps. Après, les gens et surtout les cédants, il dit à chaque fois qu'il cède une officine de pharmacie, il dit mais 4 mois c'est trop. Mais juste, l'article 83 du Code de commerce, juste le délai des publicités au bulletin officiel, ça prend du temps. Donc la cession d'un fonds de commerce, c'est sécurisant, mais ça prend du temps. Merci beaucoup. Donc, en gros, il y a une grosse problématique par rapport à l'autorisation d'exercice qui ne peut pas être délivrée avant la confirmation de la vente et la réalisation de la vente. Est-ce que c'est le cas dans toutes les villes aujourd'hui ou c'est... À Marrakech, ça ne pose plus de problème. On avait expliqué ça, mais il y a dans d'autres villes, il y a toujours ce problème. Et aussi pour les sessions de départ, à Marrakech, on n'a plus ce problème, mais dans les autres villes, surtout dans les petites villes, il y a ce problème. Si je peux me permettre de bénéficier de votre expérience, lorsqu'on refuse de délivrer les attestations en question, est-ce que ces décisions sont motivées? C'est-à-dire, quelle est la base légale
que vous oppose l'administration pour dire on vous refuse parce que vous savez, il y a une loi qui oblige l'administration à motiver ses décisions, faute de quoi elles seront annulables. Donc est-ce qu'il y a une base juridique à ce refus ou bien on se contente du refus tout simplement sans motiver la décision? Exactement, parce que moi, quand j'ai vu les dispositions légales, que ce soit de la loi 1704 ou le décret de 2008, quand on est dans l'administration, je dis ça avec tout mon respect à l'administration marocaine, on est dogmatique. S'il n'y a pas de texte qui prévoit ça, eh ben, je ne peux pas le signer. Mais il n'y a pas de texte qui l'interdit. Donc, pourquoi vous refusez de le signer? Ben, il n'y a pas de texte qui le prévoit, et ben, il n'y a pas de texte qui l'interdit. Donc, toute chose qui n'est pas interdite par la loi, elle est valable. Je peux la signer. Elle refuse parce que les dispositions de la loi 1704, soit dans l'article 63, soit le décret dans son article 11, elle prévoit que les pharmaciens ont le droit d'exercer en société, soit en société non collectif, soit en société à responsabilité limitée, même d'associé unique. Mais ce pharmacien qui a choisi d'être en société, pourquoi vous interdisez la cession des parts sociales? Est-ce qu'il y a un texte qui interdit aux pharmaciens de céder? Non, il n'y a pas de texte. Mais il n'y a pas de texte qui m'accorde. Donc, tant qu'il n'y a pas de texte interdit, il a le droit de céder ses parts sociales. Le risque juridique n'existe pas, puisque l'officine de pharmacie, puisque la société est propriétaire, il ne peut être propriétaire que d'une seule et unique officine de pharmacie, et le pharmacien est solidairement responsable, indéfiniment et solidairement responsable, que ce soit un seul ou plusieurs, des dettes et de toute la responsabilité de la pharmacie en tant que professionnel. Parfait, merci beaucoup. Alors, est-ce que, si j'ai bien compris, donc peut-être c'est plus simple de vendre le fonds de commerce d'une personne physique à une personne physique que d'une SARL à une personne physique ou inversement? Ou est-ce que la problématique est la même pour toutes les configurations? Non, il n'y a pas le problème qui se pose, c'est dans les parts sociales. Quand on veut céder les parts, on n'a pas le droit d'avoir l'autorisation. Quand il s'agit de SARL, quand on parle de parts. Mais pour moi, un pharmacien, que j'achète un fonds, que j'achète les parts, pour moi, c'est la même chose. Juridiquement, c'est la même chose. D'accord. Oui, professeur Mayotte. Bonjour tout le monde. C'est juste pour rebondir par rapport à cette problématique. Bon, je comprends les autorités, donc, parce que c'est le gouverneur donc, qui délivre l'autorisation d'ouverture d'une pharmacie et non pas l'autorisation d'exercice. Parce que l'autorisation d'exercice, c'est autre chose. Donc, elle est délivrée par l'instance ordinale. Sauf que je comprends pourquoi donc, il compte sur ces adhésions, parce qu'au niveau de la loi 1704 elle-même, au niveau de l'article 57, on parle de la cession d'un fonds de commerce, du contrat de vente d'un fonds de commerce. C'est pour ça, pour eux, le contrat de cession doit porter sur le fonds de commerce et non pas sur les parts sociales. Et encore au niveau de la loi 1704 elle-même, il est prévu que l'autorisation d'ouverture doit être délivrée dans les 60 jours. Et tout refus doit être motivé. Donc, déjà, donc, la loi donc, elle a prévu un délai pour la délivrance de l'autorisation d'ouverture et elle met à la charge de l'autorité préfectorale ou provinciale de motiver la décision de refus. Excellent, merci beaucoup. Alors, je vous propose de passer maintenant au traitement fiscal de cette cession. Qu'est-ce que ça implique, Monsieur Kazman, cette cession d'une personne morale, d'un fonds de commerce ou de part sociale, fiscalement pour le cédant? Donc, ce qu'on va voir, on revient toujours à la distinction entre personne physique et personne morale. Donc, c'est une distinction importante, mettre à présenter d'un point de vue juridique. Donc, fiscalement aussi, il y a une grande différence entre cession d'un fonds de commerce et la cession des titres. Donc là, je cède le fonds de commerce. Donc, une personne physique, comme ça a été dit et répété, je cède un actif. Donc, le fonds de commerce, ça comprend donc, le mobilier, le stock, la clientèle, le droit au bail. Donc, lorsque je cède le fonds de commerce, au niveau fiscal, l'acquéreur, celui qui achète, il paye des droits d'enregistrement de 6% de la valeur de ce fonds de commerce. Et le vendeur, donc généralement donc le pharmacien vendeur, lui, il est imposé sur la plus-value à l'impôt sur le revenu selon le barème. Donc maintenant, le taux marginal, il est de 37%. Donc généralement, la plus-value correspond au prix de vente, puisque le fonds de commerce, c'est lui qui l'a créé.
il a créé sa pharmacie, il a exercé pendant un certain nombre d'années. Et donc ce fonds de commerce, son prix de vente correspond à sa plus-value puisqu'il n'y a pas de prix d'acquisition. Donc, pour récapituler, personne physique, l'acquéreur, il paye 6% de la valeur du fonds de commerce et le vendeur, il paye 20% du prix de vente. Au niveau de la personne morale, non, il paye le barème à 37%. Ah, pardon. On ne badine pas avec les pharmaciens, ils sont bien informés. Alors, pour la personne morale. Donc, la personne morale, elle cède les titres. Excusez-moi. Donc, elle cède les titres d'une société. Donc, qui dit titre, donc c'est et l'actif et le passif. Dans ce cas-là, au niveau de l'acquéreur, il y a exonération des droits d'enregistrement. Et au niveau du vendeur, il paye 20% sur le montant de la plus-value. Donc là, je vais juste présenter rapidement le dispositif d'apport. Donc une personne physique peut changer et exercer en tant que société. Donc on peut être en personne physique et faire un apport de son activité personne physique à une société. Il y a un mécanisme fiscal incitatif. À travers ce mécanisme, on paye des droits d'enregistrement à 1000 dirhams et on fait appel à un commissaire aux apports pour valoriser ce fonds de commerce qui va constituer en fait le capital de la SARL et continuer à exercer en tant que personne physique. Et par la suite, on peut céder les titres en fait de cette société. On va être imposé qu'à 20% sur la plus-value. Donc pour que vous compreniez encore plus les enjeux, je vous présente un exemple. Donc, soit une personne physique qui a créé sa pharmacie en janvier 2015. Donc, en janvier 2020, cette personne décide d'apporter en fait son exercice ou son activité personne physique à une SARL. Et donc, en juin 2020, le commissaire aux apports, il a valorisé l'actif comme suit. Donc, on a un fonds de commerce à 2 millions de dirhams. On a un stock donc, à 350 000 et on a une trésorerie à 220 000 dirhams. Et au passif, on a des dettes à 400 000 dirhams. Donc la valorisation, elle est de 2 170 000. C'est-à-dire je prends tout l'actif moins les dettes. Ça me fait donc 2 570 moins 400. C'est 2 170 000 qui vont représenter la valeur des titres. C'est-à-dire, moi, le pharmacien, j'aurai des titres à 2 170 000, donc c'est le capital. Et le bilan de la SARL va être composé du fonds de commerce à 2 millions, du stock, de la trésorerie et de la dette. Donc, par la suite, en avril 2025, le pharmacien qui a fait cette opération d'apport décide de céder les parts sociales de sa SARL à 3 millions de dirhams, puisque entre 2020 et 2025, il a fait encore progresser le fonds de commerce. Il était à 2 millions en 2020. En 2025, il est à 2 800 000. Et à ce moment-là, donc on a un stock de 300 000 dirhams et une trésorerie de 190 000 dirhams et des dettes à 290 000. Donc si je fais 3 290 000 moins les dettes, donc les parts sociales ont une valeur à 3 millions de dirhams en avril 2025. Donc maintenant, on va faire un comparatif entre ce monsieur X, s'il n'avait pas fait l'apport en 2020, et donc il a attendu jusqu'à 2025 et il a cédé le fonds de commerce, on va le comparer avec cette personne qui a fait le mécanisme d'apport en 2020 et qui a cédé les parts sociales en 2025. Donc, c'est deux situations identiques. Un, il a fait l'apport en 2020 et il cède les titres. Et
la même personne, elle n'a pas fait d'apport et elle a cédé le fonds de commerce en avril 2025 avec les mêmes chiffres. Donc, en tant que personne physique, donc le prix de cession de l'actif, il est de 3 100 000. Donc, c'est en avril 2025, on a 2 800 000 qui était le fonds de commerce et on avait un stock à 300 000. Il ne va pas céder la trésorerie puisque la trésorerie reste chez la personne physique. Donc, dans ce cas-là, il va payer un impôt sur le revenu selon le barème. Donc, 2 800 000, c'est la plus-value puisque le stock, on va le vendre à sa valeur d'acquisition. Donc, il n'y a pas de plus-value sur le stock. Donc, toute la plus-value, c'est le fonds de commerce. Donc, il va payer 2 800 000 selon le barème. Ça va faire un impôt sur le revenu à 1 900 000 dirhams. Donc, qu'est-ce qu'il va mettre le pharmacien dans sa poche? Il va vendre à 3 100 000, il va payer 1 900 000 d'impôts, la trésorerie qu'il avait, donc ça revient à lui, donc 190, et il va payer les dettes qu'il avait, donc 290, il va mettre net dans sa poche 1 990 000 dirhams. Dans l'autre cas, donc dans l'autre cas, la plus-value, c'est que la valorisation, elle était à 3 millions. Donc la plus-value, elle est de 830 000 dirhams, puisque la plus-value, c'est entre le moment où il a vendu, donc avril 2025, 3 millions de dirhams, et le moment où il a fait l'apport. Donc en janvier 2020, il a fait l'apport avec des titres à 2 170 000. Donc la plus-value, elle est de 830 000 dirhams. Et il va payer un IR à 20%, donc 166 000 dirhams. Donc le net revenant au vendeur, donc il a vendu à 3 millions, il a payé 166. Donc 2 800 000. Donc on voit bien le gap qui est énorme entre les deux situations. Toutefois, pour celui qui achète les parts, il faut qu'il soit sensibilisé à ce point qui est important, c'est que lorsque la personne a fait l'apport en 2020, elle a fait un apport du fonds de commerce à 2 millions, il n'y a pas eu d'imposition à ce moment-là. Cet impôt-là, il va suivre la SARL. Donc, celui qui vend les titres, l'impôt sur ces 2 millions, c'est un sursis d'imposition qui va devenir exigible au moment où soit on cède, la SARL cède ce fonds de commerce ou il y a retrait, c'est-à-dire fermeture de la pharmacie. Donc, celui qui achète effectivement, le vendeur en 2025, on voit bien qu'il est gagnant, mais celui qui achète les parts, il doit être conscient qu'il y a un sursis d'imposition sur un apport qui a été fait avant même qu'il achète la pharmacie en 2020 et qu'il risque de payer cet impôt-là par la suite. Non, il n'y a pas de... c'est indéfini. La notion de 4 ans, c'est que pour bénéficier de ce régime-là, c'est pour ça que j'ai mis avril 2025, il faut entre le moment d'apport et le moment de cession des titres qui est 4 ans. Parfait, merci beaucoup pour cet exemple hyper intéressant. Du coup, maintenant qu'on a vu le traitement fiscal de la cession, de toute façon, on n'avait pas de slide pour la partie juridique. On va parler du traitement juridique de la cession. Mais avant de parler du traitement juridique de la cession, professeur Mahout et maître Anibar, je voudrais vous poser la question suivante. Par rapport aux avantages et inconvénients dans l'exploitation d'une officine, personne physique vs SARL, quels sont, dans la vie juridique de l'officine, quels sont les avantages et l'inconvénient d'avoir une personne physique vs une SARL? Merci. Je pense que les avantages d'ordre fiscal, ils ont été très très bien expliqués. Maintenant, pour le cadre général, moi je parle maintenant du juridique et non pas du fiscal spécialement, il y a des avantages fiscaux, je pense que ça a été très très bien expliqué. Par contre, dans le cadre juridique, il n'y a pas de distinction, c'est-à-dire le fonctionnement demeure le même, les contrats de travail sont régis de la même manière, la gestion de l'officine est gérée de la même manière, le cadre juridique, c'est-à-dire qui régit le bail si on est locataire ou bien en copropriété si on est propriétaire de l'officine, c'est le même cadre juridique. Donc il n'y a pas de distinction, il n'y a pas de loi qui régit un cadre juridique spécifique. Maintenant, c'est l'activité
pharmacien qui est encadré à travers la loi 1704. Là, oui. C'est-à-dire, on fait bénéficier le pharmacien d'un certain nombre d'avantages. Ça a été cité tout à l'heure, c'est-à-dire le droit au renouvellement. Donc là, ce n'est pas le fait d'être personne morale ou personne physique, c'est la notion du fonds de commerce qui prend le dessus. Et je voulais justement intervenir, je ne sais pas si on peut garder l'ordre ou bien juste la question, on se contente de ça et puis... je vous ai posé la question à tous les deux, parce que vous êtes tous les deux je veux pas les experts juridiques. Voilà, je ne veux pas empiéter sur l'intervention qui est prévue à professeur Maïwat. Je voulais justement expliquer cette notion de fonds de commerce, parce qu'on parle de la cession de fonds de commerce, on parle du droit au bail. Le fonds de commerce, très important, il faut définir ce que c'est. On parle du fonds de commerce, mais on doit définir. Donc c'est un élément meuble. Dans la définition juridique, le fonds de commerce est un bien meuble. Ça n'a rien à voir avec les murs. C'est l'activité, tout ce qu'il y a autour. Le fonds de commerce est composé de deux grandes catégories, les éléments corporels et incorporels. Tout ce qui est corporel, c'est les outils, équipements, matériels, etc., outillage. Donc tout ce qui est nécessaire au fonctionnement de l'officine ou bien du fonds de commerce de façon générale. Les éléments incorporels, c'est la clientèle, l'achalandage et, parmi lesquels aussi, le droit au bail. C'est très important, le droit au bail, qui permet au pharmacien, s'il veut céder ce droit au bail, le propriétaire n'a aucune intervention à opposer au pharmacien s'il est dans ce droit de céder le bail. Le bail étant une composante du fonds de commerce, et puisque le fonds de commerce est un élément meuble qui n'a rien à voir avec les murs, le propriétaire ne peut pas s'opposer à la cession du bail à quelqu'un d'étranger, à une tierce personne. La seule condition prévue par la loi 4916 qui régit le bail commercial, c'est l'obligation d'informer le propriétaire. D'informer le propriétaire comme quoi, attention, le bail passe désormais au nom de monsieur X, il n'y a pas d'autorisation nécessaire. Il y a des propriétaires qui trouvent le moyen, qui essaient de prendre leurs précautions au préalable, qui insèrent dans le contrat une clause selon laquelle, attention, je vous interdis de sous-louer ou bien de céder votre bail. La loi est claire, la loi 4916 qui régit le bail commercial, elle dit, nonobstant toute disposition contraire. Ça veut dire ce droit au bail transmissible à une tierce personne, et même s'il y a une clause, elle est nulle, elle n'est pas reconnue. Donc ce droit, il est absolu, reconnu au locataire si on est dans ce cas de figure. Maintenant, je pense que j'ai un petit peu débordé sur la question. Vous avez anticipé la prochaine question. Merci. Oui, si c'est pour la cession d'une pharmacie à une pharmacie. C'est bien ça, non? D'accord. On parle de fonds de commerce, on parle de l'activité. Donc si on cède un fonds de commerce, on n'a pas besoin de la précision à la même activité, parce que le fonds de commerce, c'est l'activité elle-même. Donc si on cède le bail, c'est par rapport à l'activité. S'il y a changement, on tombe dans l'article 8 de la loi 4916 qui prévoit, en cas de changement de destination, il y a possibilité pour le propriétaire de résilier, c'est-à-dire c'est une faute grave sans indemnité. Là, je suis d'accord avec vous, la précision, parce que le fonds de commerce, il est lié à l'activité, donc ça va de soi. Donc on ne peut pas céder un droit au bail par rapport à une activité différente. Professeur je rebondis sur ce point. Attention, même la déspécialisation, même partielle de l'activité, entraîne la résiliation. On a eu un cas à Rabat où donc, une pharmacienne a adjoint une activité qui ne fait pas partie donc, des activités pharmaceutiques. Elle a été évincée. Ah, donc la déspécialisation, soit totale, soit partielle, donc, doit faire l'objet d'un accord du propriétaire. Et toujours. Même chose. L'autorisation du propriétaire n'est jamais requise lorsqu'on cède, c'est le droit au bail, lorsqu'on cède le bail. La loi est claire. Donc, quelle que soit la qualité du locataire. Est-ce que vous parlez personne physique, personne morale? Non, attention. Ce sont deux cas différents. Moi, je vous parle du cadre général, c'est-à-dire le droit au bail. J'ai le droit de le louer, moi, personne physique, à une personne morale et vice-versa. C'est-à-dire que la loi, lorsqu'elle a permis la cession de ce droit au bail, elle n'a pas fait de distinction. Si vous lisez la loi 4916, elle dit que le propriétaire d'un fonds de commerce sans distinction. Attention, nous sommes dans la loi qui régit le bail. Nous ne sommes pas dans la loi 1704. La seule chose qui a été prévue par la loi 1704 formant code du médicament, c'est l'article 61 que mon cher confrère a cité tout à l'heure, c'est-à-dire il permet aux pharmaciens de bénéficier automatiquement du renouvellement. Donc on protège l'activité.
Maintenant, nous sommes dans la loi qui régit le bail commercial de façon générale. Donc, il n'y a pas que les pharmaciens, il y a plusieurs autres activités commerciales. Donc, maintenant, la loi ayant autorisé cette cession du droit au bail, elle n'a pas fait de distinction par rapport aux nouveaux preneurs. Donc, qu'il soit personne physique, qu'il soit personne morale, ou vice-versa, la loi n'a pas fait de distinction. Donc, la seule chose qui a un régime un peu spécial, c'est ce qu'a expliqué monsieur l'expert tout à l'heure. Annibar, oui, je rebondis sur la question. Du coup, le propriétaire qui, à la base, a fait un contrat de bail avec une personne physique, donc un contrat de gré à gré, va passer avec la cession du fonds de commerce à un contrat avec une société. Et on sait très bien que les dispositions sont différentes avec un particulier et une société. Il n'a pas le droit de dire non, je ne veux pas louer à une société, parce que moi, à la base, je loue à une personne. Parce que ça peut paraître dans le droit du propriétaire, c'est une question... Je pense que la seule chose qu'il peut exercer ou faire, c'est de reprendre son local. C'est le droit à la reprise du local. Parce que l'information donne un délai au propriétaire d'exercer le droit de reprise, moyennant le paiement de la totalité. Non, attends. Oui. Je rebondis juste sur l'article 25 de la loi 49-16. Parce qu'on le comprend mal. Le droit de préférence accordé par la loi au propriétaire d'immeuble. Il est accordé, le droit de préférence il est accordé en cas de cession de droit au bail. Mais quand je cède un fonds de commerce, le propriétaire n'a pas le droit de reprendre son local. Jamais. S'il reprend son local, ça veut dire qu'on va tuer tous les fonds de commerce au Maroc. On va arrêter toutes les activités au Maroc. La cession de droit au bail, oui, il a un droit de préférence, il est informé et il a le droit de reprendre son local. Mais lorsqu'on est obligé d'informer le propriétaire, ce n'est pas conformément à l'article 25 de la loi 49-16, mais conformément aux dispositions de l'article 195 du Code des obligations et contrats dont j'ai parlé tout à l'heure sur la cession d'une dette. Ça veut dire, la cession de créance prévue par l'article 195, on doit informer le propriétaire sur le transfert de cette cession, sinon il ne lui est pas opposable. Qu'on l'informe. Et excusez, le Q&A, je vous promets que je vais vous donner une bonne plage horaire de Q&A. Juste, on finit l'intervention et je passe à la prise de questions. Je suis désolée, on finit le... Alors, professeur Mehout, par rapport aux régimes fiscaux, personnes physiques et personnes morales, est-ce qu'il y a une différence ou c'est le même régime? Bien sûr, ça a été dit par notre ami, donc l'expert comptable. Donc, entre les deux modes d'exercice, donc chaque mode a ses avantages et ses inconvénients. Donc la personne physique, il est connu pour la flexibilité donc, en termes de gestion. Parce que le fonds de commerce fait partie de l'actif patrimonial du pharmacien, ça lui appartient, il peut faire ce qu'il veut. Il peut piocher dans la caisse, il peut mettre dans le fonds de commerce en difficulté parce que ça lui appartient. Oui. D'accord. Par contre, la personne morale, la SARL, certes, il détient des parts sociales, il détient le capital, mais ça ne lui appartient pas. C'est une personne morale détachable du pharmacien lui-même. Et donc là, c'est un mode de gestion qui est rigoureux. Donc il y a donc je parle sous le contrôle de l'expert comptable, donc il y a des procédures donc à faire chaque mois, donc on n'a pas le droit de toucher à la caisse, on n'a pas le droit de faire beaucoup de choses. Donc il y a une double déclaration à la fois donc, au niveau de l'administration fiscale, mais également au niveau du tribunal de commerce, n'est-ce pas? Donc on donne donc, un certain nombre de documents. Et donc la personne morale, certes, elle accorde énormément d'avantages par rapport à la personne physique, notamment en termes d'imposition. 20% sur l'IDS, à laquelle on rajoute 10% donc, au moment de la libération des dividendes, donc ça fait 30, donc en 30 et 37, déjà cette fois c'est énorme, d'accord. Mais donc ça demande beaucoup de rigueur, parce que si on commence à toucher un petit peu donc, sur le revenu de la personne morale, il faut juste avant l'Assemblée générale rééquilibrer, sinon nous sommes je pense dans du délit. Donc il y a des poursuites. Alors, oui. L'avantage, c'est que, quoique ça commence à être remis en cause, c'est que le patrimoine de la personne morale, donc, il est affecté donc, au paiement des dettes de la personne morale elle-même. C'est-à-dire que le patrimoine personnel du pharmacien, en principe, il doit être épargné. Sauf que le droit fiscal, donc, il évolue tellement vite. Chaque année, donc, il y a des nouveautés, on commence à interpréter un petit peu donc, les choses autrement.
Et la spécificité au niveau de la pharmacie, c'est quand on exploite une SARL, donc une pharmacie sous SARL, nous sommes obligés d'être gérants. Oui. Sarlo, gérant unique. SARL a plusieurs pharmaciens, ils sont tous gérants. D'accord. Donc ils ont une obligation donc, en termes de gestion. Et si la personne morale, parce qu'elle n'a pas de cerveau, c'est les personnes, c'est les gérants qui la font fonctionner. Et donc fatalement, s'il y a des erreurs en termes de gestion, ça se répercute sur la vie de la société, sur sa rentabilité, sur sa pérennité. Et donc ils sont responsables par leur mauvaise gestion, mettre la personne morale en difficulté. Ils vont répondre donc, à hauteur, bien sûr, de la société. Parfait, merci beaucoup. Alors, on a vu le droit de bail avec Maître Hannibal tout à l'heure. Maintenant, je vous propose de regarder, dans le cadre de la session, les implications au niveau du droit de travail. Supposons vous êtes une personne physique ou une personne morale. Vous avez des salariés au niveau de votre officine ou vous-même, vous êtes salarié de votre officine déclarée avec des bulletins de paie. Comment, fiscalement et juridiquement, on fait ce transfert de salariés lors de la vente du fonds de commerce? Merci pour la question, parce que la réponse est courte, très courte. Il y a l'article 19 de la loi 65/99 formant Code du travail marocain. Donc, le Code du travail marocain précise de façon claire et explicite tout changement de statut de l'employeur par vente, joint venture, quel que soit le mode de changement, les contrats préalablement établis entre l'ancien employeur se perpétuent avec le nouvel employeur avec les mêmes avantages, les mêmes conditions, la durée, etc. etc. Donc il y a une protection de tout. C'est-à-dire se poursuivre, donc on reprend l'ancienneté. Maintenant, il y a l'obligation aussi d'informer les salariés par rapport à ce changement. Et ce n'est pas une autorisation qui est requise auprès des salariés, c'est la prolongation des contrats qui auront déjà pris naissance avec l'ancien employeur. Si le salarié ne veut pas, comment ça se passe? La loi ne l'a pas prévu. Donc, s'il ne veut pas, c'est un contrat, ou bien s'il opte pour une résiliation, pour une démission, parce que la démission, c'est à l'initiative du salarié, le licenciement à l'initiative de l'employeur, il n'y a pas, la loi ne le prévoit pas. Donc, si la loi dit que le contrat se poursuit, donc il n'a pas de position tant qu'il ne perd pas ses avantages, tant qu'il ne perd pas son salaire, tant que les conditions de travail sont les mêmes, il n'a pas à poser ces conditions. Parce que ça se traite au niveau de la propriété. C'est le statut qui détermine si le contrat se poursuit ou pas. Parce que la problématique qui pourrait se poser, c'est qu'il ne veut pas, mais qu'il ne démissionne pas non plus. Il est dans l'obligation parce que ça ne l'affecte pas. Donc la démission, s'il démissionne parce qu'il y a un changement de statut, il a peu de chances d'obtenir gain de cause s'il y a un recours judiciaire. Parce que qu'est-ce qu'on peut imputer comme responsabilité au nouvel employeur, voire même à l'ancien, si le contrat se poursuit? Donc il est là, il y a une réciprocité d'obligation, donc il est là pour faire un travail moyennant un salaire. Pour qui? Je ne pense pas que ça puisse l'intéresser. Maintenant, je peux comprendre qu'il se peut qu'il y ait des inimitiés entre le salarié et le nouvel employeur. Animosité peut-être historique, peut-être familiale. Oui, ça peut affecter les conditions de travail. Mais ça n'empêche que le contrat doit se poursuivre. Et si cette inimitié provoque une tension, ça provoquera forcément des mesures peut-être disciplinaires, voire même des mesures de licenciement, auquel cas il y aura possibilité de faire trancher le litige par le tribunal. D'accord, merci beaucoup Maître Hannibal.